Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui. Donc, comme monsieur l'a dit, je m'appelle Perrine et je travaille chez l'intercommunal IPAL. Alors, IPAL, c'est quoi? C'est l'intercommunal de gestion de l'environnement de Wallonie-Picarde et du Sud-Hainaut. Donc, notre territoire d'activité couvre 31 communes. Donc, la commune de Lens s'est incorporée à notre territoire d'activité récemment. Et donc, ça représente plus ou moins 410 000 habitants. Alors, nos activités sont diverses et variées. On a 5 pôles d'activités différents. Le premier, c'est le pôle développement durable. Donc, on y retrouve notamment la plateforme Wapisol. Donc, Wapisol, c'est une plateforme qui aide les citoyens à rénover énergétiquement leur habitation. Donc, c'est un service gratuit qui est disponible chez IPAL. Ensuite, on a le pôle économie circulaire. L'économie circulaire, donc, moi je travaille dans ce pôle-là, c'est la prévention, c'est le tri et la réduction des déchets. J'en parlerai plus amplement tout à l'heure. C'est aussi le service de collecte en porte-à-porte des PMC, des papiers cartons et des ordures ménagères. C'est le service que tout le monde connaît des Reciparc et également le développement de nouvelles filières comme le développement des points d'apport volontaires que tout le monde connaît maintenant et également récemment on a développé le recyclage du plâtre. Donc on a une usine à Pec qui recycle le plâtre, donc il ressort de l'usine, il est vraiment propre à la consommation. Ensuite, on a le pôle qui concerne les outils techniques du secteur déchets. Donc là, c'est les 3 dalles de compostage qui se situent à Tumed, Templeuve et Ath. Donc c'est du compostage industriel qui est fourni par les Reciparc, par les végétaux qui sont amenés sur les Reciparc. Et puis, on a l'unité de valorisation énergétique où là, on valorise tout ce qui est déchets ménagers résiduels. Donc le sac qu'on met en porte-à-porte. Alors, on a aussi tous les outils techniques qui concernent le secteur de l'eau. Donc, on n'y pense pas forcément, mais toute l'eau des pluies, les eaux grises, tout ça, il faut les collecter, il faut les épurer. Et donc, ça, c'est le boulot de cette filière-là. Et puis, on a le service aux collectivités. Et donc, ça, c'est un service pour les communes pour rénover leurs bâtiments. Par exemple, ici, Tournée Expo, c'est notre service, le BTS, qui a géré le chantier également. Alors aujourd'hui, on est ensemble pour parler de l'éco-consommation. Donc on va voir qu'en fait, l'éco-consommation, c'est en lien avec le zéro déchet. Je suis sûre que vous avez déjà entendu parler du zéro déchet. Donc en fait, c'est consommer différemment, de façon plus durable pour l'environnement, mais également meilleure pour notre bien-être et pour notre santé. Le zéro déchet vise, lui, la réduction des déchets, la production des déchets. Alors, notre objectif de séance, c'est de mieux comprendre la problématique des déchets à la base. Ensuite, c'est vous initier donc à ce mode de vie et vous donner quelques trucs et astuces à mettre en pratique à la maison. Vous verrez, c'est tous les petits trucs qui sont très faciles à mettre en place. Donc d'abord, on parle de nos déchets. Je vais m'intéresser aux déchets résiduels. Donc ça, c'est le sac gris, blanc, jaune, ça dépend un peu de la commune. Donc en 2023, sur la zone IPAL, les habitants ont produit 137 kg de déchets par an, par habitant. Donc c'est énorme. Rendez-vous compte, si vous extrapolez ce chiffre à votre famille, donc on va dire une famille de 4, ça fait déjà presque 600 kilos, rien que ce sac gris en fait, qui est mis devant la porte, ou en point d'apport volontaire résiduel. C'est énorme. Je n'ai pas encore les chiffres exacts pour cette année, pour l'année 2024, pardon, mais par contre, je peux déjà vous dire que c'est un petit peu à la baisse parce qu'il y a les déchets organiques qui ont été retirés de notre sac résiduel depuis 2024, depuis janvier 2024. Ensuite, l'évolution de nos déchets. Donc, on voit qu'en 1995, on produisait 526 kg de déchets par an par habitant. Ça, c'est tous les déchets confondus.
Donc que ce soit les PMC, les cartons, les déchets qui vont au parc à conteneurs, notre déchet résiduel. Donc on voit qu'on faisait 526 kg par an par habitant. Notre poids de déchets résiduels était de 70% par rapport aux déchets qui étaient visés au recyclage, destinés au recyclage, c'était 30%. Aujourd'hui, on voit que la tendance s'est inversée en fait. Notre sac gris, je suis sûre que vous allez me le dire aussi, vous pouvez en témoigner, vous allez de moins en moins mettre votre sac gris devant la porte, où on prend un apport volontaire. Par contre, votre sac PMC, lui, il a explosé. Vous avez beaucoup plus maintenant de déchets de type PMC. Donc maintenant, on a 70% de nos déchets qui sont destinés au recyclage. Et ça, c'est tant mieux. Par contre, si on s'intéresse à la totalité des déchets qui sont produits, là, on voit qu'on augmente, en fait. On ne cesse d'augmenter. Et là, c'est un problème. Parce que, donc ça, c'est pour une personne. Mais donc, si on extrapole, comme tout à l'heure, à une famille, ça fait presque 2 tonnes de déchets par an, par habitant. Donc, une seule famille. Donc, vous extrapolez ça ensuite à votre rue, à votre commune, à votre région, c'est énorme. Et ça, en fait, c'est la partie visible de l'iceberg. Donc, je vous disais, pour les déchets ménagers résiduels, on avait produit 137 kg, rien que le résiduel, par an, par habitant. Il faut savoir que pour produire 1 kg de déchets, on a besoin de 100 kg de ressources, que ce soit en eau, en énergie fossile, en extraction de terre. Donc c'est énorme. Et ça, on ne le voit pas en fait. Et c'est ça le gros problème en fait environnemental. Je vous donne un exemple par rapport à la maison. On s'intéresse, donc on est chez Abel Habitat, on s'intéresse à la garde-robe. Votre garde-robe, on va dire qu'elle pèse 50 kg, mais en fait, en réalité, elle fait 2 tonnes et demie de déchets. C'est aberrant, c'est fou. Donc, et ça, en fait, ça se base sur le mode d'économie linéaire. Donc ça, c'est l'ancien mode d'économie. Donc l'économie linéaire, c'était on extrait la matière, on fabrique l'objet, on l'utilise, on jette. Ça, c'est une ligne. Maintenant, on essaie de tendre vers une économie circulaire. Je suis sûre que vous avez déjà entendu parler de ce terme-là, et on va en reparler par la suite également. Alors, à votre avis, est-ce que le recyclage, c'est la solution au problème? Monsieur a l'air sceptique. Ben non, en fait, c'est pas la solution. C'est une des solutions, mais il ne faut pas tout miser sur le recyclage. Alors là, je vous ai détaillé quelques matières. Les métaux et les verres, c'est génial parce que c'est recyclable un grand nombre de fois. Par contre, ça demande énormément d'énergie pour être recyclé. Il faut savoir que pour le verre, pour le recycler, il faut des fours qui atteignent la température de plus ou moins 1300 degrés. Pour le métal, lui, c'est 660. Je parle de l'alu. Pour l'alu, voilà. Les cartons et papiers sont recyclables 5 à 7 fois. Pas plus. Après, la fibre devient trop usée, en fait, et on sait plus rien en faire. Concernant les plastiques, donc qui se retrouvent dans votre PMC, lui, c'est 2 à 3 fois selon le type de plastique qu'il y a. Et puis, on a les composants informatiques. Alors là, les fabricants s'amusent à bien tout coller, en fait, les parties informatiques, et du coup, le recyclage est plus difficile. Maintenant, je ne dis pas qu'il faut l'abandonner. Il faut l'incorporer, mais il ne faut pas tout miser là-dessus. Tout à l'heure, je parlais d'économie circulaire. Voilà une slide qui représente ce mode de consommation. Donc, on va dire qu'on est chez nous, on a nos objets, on les utilise, on va réfléchir. Qu'est-ce que je peux en faire avant de le jeter? Est-ce que je peux le réparer? Est-ce qu'il est en bon état? Est-ce que je peux le donner, le vendre, le troquer? Est-ce que, si c'est un déchet organique, est-ce que je peux le composter à la maison? Ensuite, si on a répondu non à ces 3 questions, eh bien on va l'introduire dans le circuit de recyclage. Donc on va le trier correctement pour qu'il soit introduit dans ce cycle de recyclage. Alors, vous avez des points d'apport volontaires organiques. Ça, c'est pas pour être composté, c'est pour être biométhanisé. Donc, grâce au gaz, on fabrique de l'énergie.
C'est pas le même système qu'un compostage. Voilà pourquoi il y a des déchets organiques qui sont acceptés dans les points d'abord volontaires qui ne le sont pas en compost. Et puis, notre sac PMC, lui, il est destiné, par exemple, les plastiques, ils sont destinés, par exemple, à faire des textiles. On a besoin de 27 bouteilles pour faire un polaire, par exemple, un polaire d'enfant. Et donc, ces produits recyclés retournent dans la boucle pour produire l'objet, et comme ça, on économise de la matière. Et puis, tout ce qui n'est pas recyclable, valorisable, eh bien, on va l'envoyer en unité de valorisation énergétique, où là, en fait, on va incinérer nos déchets pour en fabriquer de l'énergie. Il faut savoir que l'unité de valorisation énergétique de Tumed produit de l'énergie, de l'électricité pour 70 000 habitants, qui est introduit sur le réseau. Alors, depuis tout à l'heure, je vous parle d'éco-consommation. Pour aller pourtant vers l'éco-consommation et vers le zéro déchet, on se base sur la méthode des 5 R. Est-ce que vous avez déjà vu cette pyramide inversée? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Donc cette pyramide inversée, elle a été créée par M. Lansing en 1979. Et donc c'est la façon de traiter un déchet, la plus façon vertueuse pour l'environnement jusque la moins vertueuse. Donc on va du vert clair au vert foncé. Vous voyez que recycler, c'est en bout de course. On mise d'abord sur les autres R. On appelle ça la méthode 5R. Donc on va d'abord essayer de refuser. On réfléchit. On se dit, ok, est-ce que j'ai vraiment besoin de 2 temps de fringues? Est-ce que j'ai besoin de 2 paires de chaussures? Voilà, est-ce que j'ai besoin de... On est chez Bel Habitat, est-ce que j'ai besoin de construire plus? Voilà. Et puis on va réduire notre consommation. On va aller vraiment sur ce qui est vraiment important, ce dont réellement on a besoin, et pas ce dont on a envie. C'est pas la même chose. Et puis on va réutiliser. Certains objets peuvent faire la même fonction. Par exemple, moi je pense à une chaise qui était cassée. C'était une chaise en bois. J'ai coupé les pieds et j'ai pendu des ficelles et ça me fait une balançoire en fait. Tout simplement. Voilà, j'ai réutilisé. Rendre à la terre, donc c'est composter. Composter à la maison, nos déchets organiques. Et puis enfin, recycler. Recycler, il faut connaître les bonnes règles du tri. Ça, si vous voulez, on peut en reparler tout à l'heure sur notre stand 29. Mais donc on est là pour vous parler, parce que des fois, c'est pas évident de s'y retrouver dans toutes nos règles. Alors les atouts de cette démarche, tout d'abord, c'est notre portefeuille. Évidemment, on va acheter moins, on va aller vers quelque chose de qualité. Du coup, on va moins acheter, donc notre portefeuille va s'en ressentir. On va acheter par exemple en cuisine, on va acheter également des denrées de qualité. On ne va pas acheter des trucs de bas prix qui sont bourrés de produits chimiques, de sel, de sucre, d'émulsifiants, d'édulcorants. Voilà, on va vraiment aller sur quelque chose de qualité. Donc, ce sera bénéfique pour notre santé. Et in fine, pour l'environnement, ce sera meilleur aussi. Il faut savoir que si quelque chose est bon marché, il y a une barre noire derrière. Il ne faut pas se leurrer. Pas de panique. Le zéro déchet, l'éco-consommation, c'est un changement progressif. On y va étape par étape, à son aise. On essaye quelque chose, on s'y habitue, ça rentre dans nos mœurs, et puis on essaye quelque chose d'autre. Parfois, on essaye, ça ne marche pas. Par exemple, moi j'ai essayé de faire mon dentifrice maison. Ça n'a pas fonctionné. Il n'y a pas de problème. Je reviens en arrière. J'achète quelque chose de qualité. Ensuite, le gros point qui peut un peu freiner les gens, c'est en fait une question d'organisation. Donc, il faut anticiper les choses. Par exemple, je suis maman de 3 enfants. J'arrive à combiner en fait avec mes trajets. Donc, par exemple, je vais chez le boucher avec mes contenants. Mais je sais que le lundi, en fait, je vais à côté de chez le boucher, et donc oui, j'aurais préparé mes contenants à l'avance. C'est une habitude. Et moi, ça me va. Donc ça va. Allez, cesse de blabla, on passe à l'action. On
regarder dans la maison. On va y aller vraiment on va commencer par la cuisine, le cœur de la maison. Il faut. La meilleure des solutions, c'est acheter aux producteurs locaux. Il ne faut pas l'oublier, mais en 2019-2020, quand c'était le Covid, les producteurs locaux, ils étaient là pour nous. Hein. Heureusement qu'ils étaient là. Donc aujourd'hui, rendons-leur service également et faisons-les vivre, eux, qui produisent de façon bien généralement raisonnée et le plus vertueusement pour la planète, avec des produits de saison. On ne va pas acheter des fraises en hiver, voilà, qui ne sont pas bonnes en plus. Comme je vous le disais, emporter ses contenants et sacs réutilisables, ça devient aussi courant. Avant, par exemple, je vous parle de ça il y a 10-15 ans, on avait des sacs en plastique quand on allait au supermarché. Maintenant, on n'a pas de sac en plastique, on a notre sac réutilisable. C'est rentré dans les mœurs. Et puis, on mise également sur le préparé maison. On prépare nous-mêmes nos repas. C'est bien meilleur pour la santé également, et gustativement également. Alors pour vous aider dans cette thématique, on a le batch cooking. Est-ce que vous connaissez le batch cooking? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Alors le batch cooking, en fait, c'est une méthode de préparation des repas en une seule session. Par exemple, on va se dire le dimanche matin, on a un peu plus de temps, je prépare plusieurs repas pour ma semaine. Ça peut être des préparations assemblées, donc genre un spaghetti bolo, une lasagne, un ossobuco, ou bien on peut préparer les denrées séparément. Par exemple, je vais préparer mes haricots, je vais me préparer une salade, je vais me préparer les carottes, et au dernier moment, j'assemblerai le tout. Et la guafaba, ça, en fait, c'est utiliser l'eau de pois chiches pour remplacer le blanc d'œuf. Donc, par exemple, si vous voulez faire une mousse au chocolat, vous n'avez pas assez d'œufs, vous pouvez utiliser l'eau des pois chiches pour, en émulsionnant, ça va devenir comme les blancs d'œufs. Et puis, en fait, le préparer maison, c'est meilleur pour notre portefeuille également. Donc, là, je vous ai mis un comparatif, en fait, d'une crème dessert. Une crème dessert faite maison. Donc, on voit qu'il y a très peu d'ingrédients. Du lait, de la fécule, de maïs, du sucre vanillé si on veut, un œuf si on veut. Par contre, une crème industrielle pour laquelle tout le monde se lève, là on voit qu'il y a plus d'ingrédients, il y a même du sel, il y a des colorants, il y a des épaississants, il y a des termes qui sont pas très faciles à dire, il y a beaucoup de sucre. Du sucre, l'amidon de maïs, du sirop de glucose, tout ça, c'est du sucre. On voit qu'en termes de coût, on est à 2,70 € le kilo, prix de l'énergie inclus. Ça prend 10 minutes à tout casser. Tandis que, en version industrielle, là, on est entre 1,50 € pour le prix blanc et 4,05 € pour la célèbre crème. Donc voilà, là encore une fois, on vous montre que le fait maison est meilleur pour le portefeuille et pour la santé. Alors vous allez me dire, ouais mais Perrine, tu mets de la vanille dans ta crème. La vanille, elle pousse pas à côté de chez toi. Il n'y a pas de producteur local pour ça. Non, mais savez-vous que la vanille, la gousse de vanille, peut avoir 4 vies. Donc, vous avez utilisé les graines. Donc, vous coupez, vous fendez votre gousse, vous prélevez les graines. Vous faites une préparation, première préparation. Vous êtes amateur de rhum, vous voulez l'arranger, ok, vous plongez votre gousse dans ce rhum. Ça va transmettre l'arôme de vanille. Ensuite, quand le rhum est bien imbibé, vous reprenez votre gousse, vous la rincez un petit peu, vous la séchez et vous la mettez dans votre sucre cristallisé. Je vous assure que votre sucre aura le goût de vanille et l'odeur de la vanille. En plus de ça, un sucre cristallisé par rapport à un sucre vanillé, c'est beaucoup moins cher. Et puis quand vous en avez assez, vous coupez en tout petits morceaux, vous hachez votre gousse et vous la remettez dans une autre préparation. Donc ça vous fait 4 vies, 4 utilisations. Alors, quand on parle de coût également, il y a quelque chose que tout le monde boit, à part le rhum, c'est l'eau. Alors c'est un sujet assez sensible en ce moment,
grâce au PFAS. Mais n'empêche que l'eau du robinet est bien meilleur marché que l'eau en bouteille. Donc là, on vous a mis le comparatif. Et par rapport au PFAS, est-ce que l'eau en bouteille n'a pas de PFAS? Si. Donc, autant boire de l'eau du robinet. Si vous voulez l'aromatiser, vous l'aromatisez avec des côtes de fraises, avec du citron, avec de l'orange, il n'y a pas de problème. Si elles sont un petit peu, quand vous versez un verre ou bien une carafe, vous la laissez aérer et le chlore va s'évaporer. Après la cuisine, voilà, on a cuisiné, place à la vaisselle, donc place au ménage. Là, je vous ai indiqué les différents ingrédients à avoir chez soi pour faire son ménage et pour remplacer tous les bidons qu'on a chez nous. Parce que si vous réfléchissez à tous les bidons qui se trouvent en dessous de votre évier, je suis sûre qu'il y en a énormément. Alors les industriels en plus, grâce aux pubs, nous ont bien fait ancrer dans notre petite tête qu'il fallait un produit pour la salle de bain, un produit pour la cuisine, un produit pour le sol, un produit pour les parquets. Il y a plein de choses à faire. Sauf qu'en fait, rien qu'avec ces ingrédients-là, eh bien vous savez faire plein de produits différents. Donc je vous ai mis le lien pour retrouver toutes les recettes, mais j'ai également ici sur l'estrade des recettes que vous pouvez regarder aussi. Si on s'intéresse aux ingrédients de notre nocif, on voit qu'il y a du sodium, donc benzène, donc c'est un dérivé de l'essence. Du butoxéthanol, ok, de l'alcool. Contenu 5 à 10%, 1 à 5%, 75 à 92% de nocif, en fait c'est de l'eau. Ça revient cher quand même pour l'eau. Et puis on voit qu'en fait, si on regarde la fiche de données de sécurité, il y a plein de petites classifications et il y a des informations pour voir ce qui se passe, ce que tous ces ingrédients ont comme impact sur notre santé. Donc si j'en prends un au hasard, le R36 c'est irritant pour les yeux. Le R41 c'est risque de lésions oculaires graves, donc aussi pour les yeux. Le R50, c'est toxique pour les organismes aquatiques. Et tout ça, on l'a chez nous. Et on l'utilise abondamment. En plus, quand on utilise ces produits, on ne fait pas attention aux précautions d'emploi. On ne met pas de gants, on ne met pas de lunettes, tout ça. Hein, donc voilà. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai la solution maison pour faire sa crème Marie Curie. Celle-là, je l'adore. Elle est magique. Elle va sur toutes les surfaces. Elle va sur l'inox. Elle va sur la vitrocéramique. Elle va sur mon point de travail. Il n'y a aucun problème et c'est naturel. Il n'y a aucune interaction nocive pour ma santé. Donc ça, si vous voulez, j'ai la recette également dans mes documents. Et là, je vous ai mis un comparatif, encore une fois, pour vous montrer qu'il y avait un impact financier énorme par rapport à l'industriel versus fait maison. Et ça ne prend pas énormément de temps, je vous assure. Ensuite, on s'intéresse à la salle de bain. À la salle de bain, là aussi, on peut faire preuve de réutilisable. Les cotons-tiges en plastique sont interdits depuis quelques années, mais les industriels ont réussi à dévier. Mais il n'y a pas de problème, on peut utiliser un auriculi, par exemple, un cure-oreille réutilisable en inox par rapport à l'hygiène. On a des lingettes réutilisables, on a des cotons démaquillants, on a des cosmétiques solides. Le pain de savon, le savon solide, c'est bien plus efficace, c'est du concentré par rapport au gel douche qui est rempli d'eau en fait. Donc on revient à avant. Encore une fois, il faut être à l'aise avec tout ça. Il faut le sentir. Et puis, par rapport à la garde-robe, on va acheter différemment. On va louer, on va emprunter, on va acheter de seconde main, on va faire du troc, on va donner. Voilà, vraiment réfléchir. Et quand on va acheter quelque chose de qualité. Pas quelque chose comme le célèbre fabricant
de vêtements Shein, je sais jamais comment on le dit, Shein ou Shein, où en fait on met 3 fois le truc, il a délavé, il a bouloché, il est troué, il a changé de forme, et ils les vont acheter en fait. Alors oui, c'est pas cher, mais quel est l'impact pour l'environnement et pour mon portefeuille in fine? Ensuite, on s'intéresse aux baby. Les bébés aussi, on peut faire office réutilisable, les couches réutilisables. Alors là aussi, moi j'avoue, j'en ai utilisé. J'ai fait, quand ça n'allait pas, j'étais OK pour utiliser une couche jetable. Mais la plupart du temps, c'était du réutilisable. Il faut le sentir, encore une fois, il faut être à l'aise. Faire le fait maison. S'il y a bien quelque chose, il y a quelqu'un qui n'a rien demandé, c'est l'enfant. Donc, préparons-leur des purées, des compotines pour faites maison. Ensuite, quand bébé grandit, là aussi, les collations, on les fait maison. Alors vous allez me dire, bah ouais, mais bon, ça prend du temps quand même de préparer tout ça. On peut congeler. Moi, je fais des cookies, des brownies, des madeleines, je congèle tout, et puis le jour où j'en ai besoin, je retire et c'est prêt. Et puis, quand on est en extérieur, on n'oublie pas sa gourde. Si on ne veut pas qu'un déchet rentre chez soi, on peut mettre des stop pubs, et on en a en disposition sur notre stand, ou bien vous pouvez les utiliser également en Reciparc. Et bientôt, c'est les fêtes. Pensons également dématérialiser, offrir un moment plutôt qu'un objet. Ça n'a pas de prix. Le moment passé avec la personne n'a pas de prix. Et si vous voulez vraiment acheter quelque chose de matériel qui a une importance pour vous, si vous voulez l'emballer, emballer de façon réutilisable, faire un furoshiki, vous voyez, c'est mignon. C'est aussi mignon qu'un emballage qu'on va déchirer et jeter en 5 secondes. Et puis pour tout le reste, alors sur Tournai, nous on est vernis. Par rapport à la construction, les matériaux de construction, on peut aller à la matériothèque. Et si vous faites des travaux, vous pouvez leur donner les objets qui sont encore en bon état, qui sont encore utilisables, et les reprennent pour une autre personne qui en aurait besoin. Des outils également, vous pouvez en acheter là-bas. Les ressourceries sont des cavernes d'Alibaba pour les livres, les meubles, la vaisselle. Et puis la véloterie, c'est tout ce qui concerne les vélos, comme le dit le nom. Donc ça c'est pour réparer, troquer, donner son vélo, prolonger la vie. Et puis les Repair Café, c'est des bénévoles qui nous aident à réparer les choses. C'est gratuit et ils sont là également à notre service pour nous aider. Par exemple, moi j'avais un sèche-cheveux, j'étais sûre que c'était juste le câble qui était cassé. J'étais dans un Repair Café, ça a pris 30 minutes et le monsieur m'a expliqué comment réparer mon sèche-cheveux. Voilà. Alors, enfin, je termine bientôt ma présentation. Sachez que sur les parcs à conteneurs, on a des boîtes à récup qui sont présentes. Donc, en fait, c'est un conteneur bardé de bois où, en fait, quand vous avez des objets qui sont encore en bon état mais que vous voulez vous défaire, vous pouvez les mettre dans cette boîte à récup. Et là, en fait, c'est en partenariat avec la ressourcerie. Eux vont vider cette boîte à récup et vont intégrer ces objets dans leur magasin. Donc je vous ai mis la liste des parcs à conteneurs où les boîtes à récup sont présentes. Donc si vous voulez aller plus loin dans la démarche, n'hésitez pas à réfléchir à vos modes de transport. Si vous voulez voyager, ok, mais allez-y vraiment de façon vertueuse pour l'environnement.